Alors Arnaud, vous êtes épidémiologiste, directeur de l'unité d'épidémiologie des maladies émergentes à l'Institut Pasteur de Paris. Vous avez été le premier titulaire de la chaire de santé publique euh, et puis depuis le 11 mars, vous êtes membre du comité scientifique qui oriente les décisions de l'exécutif sur la gestion de cette crise sanitaire. J'ai une première question à vous poser. Est-ce que vous pouvez nous dire où nous en sommes aujourd'hui de la pandémie en France? Alors aujourd'hui, nous sommes rentrés dans la période la plus difficile de la pandémie, qui est celle où on voit affluer vers les services de réanimation, notamment dans les Hauts-de-France, dans l'Est de la France et en Île-de-France, des patients avec des formes extrêmement sévères de Covid-19 et avec une tension très forte sur les personnels soignants pour accueillir ces patients dans les meilleures conditions possibles, alors que vous le savez, la situation est critique. On doit trouver des nouveaux lits de réanimation très rapidement. Et cette période va vraisemblablement durer encore 2 à 3 semaines. Elle a commencé, je dirais, autour de la semaine du 6-12 mars. On avait vu avant des patients arriver en réanimation, les premiers qui étaient des personnes âgées, plus de 80 ans, qui étaient les plus fragiles finalement. Et quand la vague du coronavirus a commencé à échapper au contrôle sanitaire, eh bien, ces personnes qui avaient plus de 80 ans sont tombées malades avec des formes très sévères d'emblée de la maladie, arrivent en réanimation. Et certains ont pu croire à ce moment-là que finalement, on était face à ce qu'on voit dans les épidémies de grippe où les personnes très vulnérables décèdent dans des formes graves. Mais ce qui est arrivé une semaine plus tard et qui était ce que nous redoutions, c'était ce qu'on appelle la deuxième vague, des patients plus jeunes qui ont moins de 60 ans, qui font des formes compliquées qu'on arrive mal à expliquer, mais qu'on observe aussi dans les pandémies grippales, qu'on observe dans d'autres maladies du même type qu'on avait vu avec le SRAS, où dans la deuxième semaine, eh bien, il y a une espèce de bascule vers une pneumopathie très inflammatoire et qui, malheureusement, conduit ces patients vers les services de réanimation. Alors, c'est là qu'on est actuellement vraiment dans le cœur de ce que nous redoutions. Et cette situation va durer encore 2 semaines parce que les mesures de confinement qui ont été mises en place à partir du 12 mars n'auront un effet que dans 3 semaines. Toutes les Alors personnes revenons sur ces mesures notamment. Je vous interromps parce qu'il y a eu plusieurs décisions. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les différentes décisions qui ont été prises par la France depuis le début de cette pandémie? Alors, il y a eu finalement 3 étapes. Il y a eu le tout début où on a eu le 24 janvier de mémoire des premiers patients qui arrivaient de Chine. Et sur une espace d'une semaine, on a vu 6 patients hospitalisés à Paris et à Bordeaux. Immédiatement, ils ont été mis en confinement. Leurs contacts ont aussi été repérés, mis en isolement. Et grâce à toutes ces actions, il n'y a pas eu de transmission secondaire. On a eu une deuxième alerte le 8 février quant aux contamines. Plusieurs patients ont été repérés après qu'un Britannique revenu de Singapour, ayant séjourné brièvement dans cette station, les a infectés, puis a continué son séjour jusqu'en Grande-Bretagne. Et là, on s'est dit, on a réussi à les identifier, on a réussi à les mettre en isolement, leurs contacts également, il n'y a pas eu de transmission secondaire. Mais pour la première fois, je me suis dit, cette fois-ci, on peut dire qu'on était à la fois bien préparé, mais qu'on a eu de la chance. Parce que jusqu'à présent, tous les patients arrivaient de Chine. Il était relativement facile, c'était quand même un argument extrêmement fort d'un voyage récent en Chine, de se dire, cette personne, si elle a des symptômes respiratoires et probablement un cas de Covid. On avait perdu cette notion, c'était quelqu'un de Singapour qui, cette fois-ci, était porteur. Et là, je me suis dit, le système va être mis sous tension. Il a tenu, et puis la bascule s'est faite le 25 février où un patient est arrivé, un enseignant de l'Oise est arrivé à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et décédé rapidement et témoignait d'une chaîne occulte finalement qui s'était déclarée dans l'Oise, qui était passée sous les radars probablement parce que les premiers cas étaient peu symptomatiques. Et a suivi l'épisode d'un rassemblement religieux qui est à peu près cette dernière semaine de février à Mulhouse, où il y a eu un nombre très important de cas de façon extrêmement soudaine.
Et c'est cet épisode qui finalement fait qu'on s'est retrouvé sur le territoire français avec un nombre de clusters importants, celui de l'Oise, de Mulhouse, puis des patients qui arrivaient d'Italie où l'épidémie s'était mise à démarrer, et enfin des patients qui arrivaient d'Égypte, qui avaient fait une croisière, etc. Et là, plusieurs foyers se sont allumés simultanément sur le territoire français. Et cette période où on avait réussi finalement par un repérage, un isolement très rapide des cas, un repérage de leurs contacts et mise en isolement, cette stratégie plutôt ne fonctionnait plus parce qu'il y avait trop de cas à la fois. Et il y a eu une montée rapide du nombre de cas sur le territoire français, avec, comme je vous l'expliquais en introduction, l'arrivée des patients dans les services de réanimation à partir de la première semaine de mars, d'abord des patients âgés, puis la deuxième semaine de mars, des patients plus jeunes, et la situation très tendue qu'on vit aujourd'hui. Alors, si on prend les chiffres aujourd'hui, on peut dire que les chiffres, ça nous dit qu'il y a 20 000 cas sur le territoire français, mais ça ne veut pas dire grand-chose finalement, ces chiffres, parce qu'ils sont très dépendants des stratégies de dépistage qui sont conditionnées aujourd'hui par les limitations qu'on a dans le nombre de tests disponibles. Et ce qui est plus important pour nous et qui est vraiment le chiffre critique, c'est le nombre de cas graves, ceux qui ont besoin d'une hospitalisation en réanimation, parce que c'est là où on est sous tension, et puis évidemment le nombre de décès. Pour les cas graves, on est à 2000 à peu près, et pour les décès, on est à 860 aujourd'hui. Et c'est ce chiffre, c'est ces indicateurs, notamment les cas graves, que l'on suit très précisément parce que c'est là où va être la difficulté, c'est pour les admettre dans les services de réanimation. Donc maintenant, on est dans une stratégie où on s'est retrouvé avec une mise sous tension des services de réa, et parce qu'il n'y avait plus de possibilité avec l'isolement des patients et leurs contacts de contenir l'épidémie, on est passé à cette stratégie de confinement qui a été décidée entre le 12 et le 16 mars, avec des mesures graduées, comme vous l'avez pu le voir, mais qui nous impose aujourd'hui de rester chez nous parce qu'il faut limiter au maximum nos contacts, en espérant que dans les 2-3 semaines qui viennent, eh bien, on va ralentir l'afflux de patients vers les services de réanimation. Alors, nous avons choisi cette stratégie de confinement, sauf que la Corée, Hong Kong, Taïwan, Singapour n'ont pas mis en place un confinement pareil. Et pourtant, ils ont mis fin à la propagation de la pandémie. Comment ont-ils fait? Alors, je ne dirais pas qu'ils ont mis fin à la propagation de la pandémie. Et toute la question est là. Ils ont une stratégie qui a été effectivement pas complètement uniforme entre les différents pays, il y a quelques caractéristiques communes. La Corée ont énormément dépisté, et ils ont eu aussi un épisode autour d'une église évangélique à Daegu qui a été à l'origine de près de 1000 cas, mais qu'ils ont réussi en fermant immédiatement, et c'était possible géographiquement de le faire dans le contexte de la Corée, cette province à limiter. Et puis depuis, ils font du dépistage très actif et de mise en isolement avec un système qui fonctionne bien, mais ils avaient des capacités de dépistage qui, sans commune mesure avec les nôtres. Les Singapour, Taïwan et au Japon sont sur des stratégies avec plus ou moins de fermeture, limitation des déplacements, mais certainement pas le confinement tel qu'on le vit sur notre territoire. Et dans des populations qui ont une grande habitude déjà de l'hygiène qui est nécessaire, de lavage des mains, etc., dans ce type de circonstances, une grande discipline collective aussi, qu'on est en train d'apprendre en France. Mais la difficulté à laquelle ils vont être confrontés, c'est qu'aujourd'hui, dans ces pays, il n'y a pas de personnes qui, finalement, ce qu'on appelle l'immunité collective, de personnes qui ont été infectées, et la tension va rester extrêmement forte avec un virus qui continue à circuler très activement partout, y compris à minima dans leur pays. Et on voit, si vous regardez les statistiques récentes, que Japon, Singapour et Taïwan sont en train d'avoir une augmentation de cas qui vont avoir de plus en plus de mal à contrôler. La Corée, ça tient toujours, mais la Corée, les chiffres et les courbes épidémiques sont très difficiles à interpréter parce qu'ils ont tellement dépisté qu'elles ne traduisent pas la montée des malades, mais elles traduisent simplement leur capacité à dépister. Et peut-être qu'il y a sous-jacente une montée des formes cliniques un peu plus sévères qui est en train de se faire, et je serais surpris qu'ils ne vivent pas ce que Taïwan, Singapour et Hong Kong sont en train de vivre. C'est-à-dire que malheureusement, tant que vous n'avez pas eu une certaine proportion de la population qui a été infectée et donc naturellement immunisée, et puisqu'on n'a pas de vaccin, eh bien, on va se retrouver dans des situations où le virus tentera en permanence de revenir, et les mesures de confinement éventuellement fortes vont le maintenir, mais ne résolvent pas le problème sur le long terme, puisque tant que la population n'est pas immunisée, la pression restera très forte. Une dernière question à propos de la recherche, des traitements du vaccin. Où en est-on? Alors, sur la recherche, la priorité aujourd'hui, je vais mettre diagnostic d'abord.
On a des tests PCR qui nous permettent donc de diagnostiquer les formes aiguës. Ce qu'on a absolument besoin de savoir, c'est quelle est la proportion de personnes qui ont été infectées en population. Et ça, on pourra le savoir avec les tests de dépistage d'anticorps qui témoignent d'une infection récente, puisque le virus circule récemment, même si vous n'avez pas eu de symptômes. Et ce qu'on va apprendre à ce moment-là, c'est dans les régions touchées, quelle est la proportion de personnes qui a réellement été infectée. Parce que ce que nous, on voit, c'est seulement la partie émergée de l'iceberg, qui sont les formes cliniques avec des pneumopathies ou des formes plus sévères encore. Mais peut-être qu'on apprendra que beaucoup plus, dans les régions touchées, de personnes ont été infectées. Et ça va complètement changer notre vision et notre perspective sur le contrôle de l'épidémie, puisque je vous disais, cette immunité collective est très importante. Deuxième point, sur les traitements. On n'a malheureusement pas de traitement antiviral qui soit aujourd'hui efficace. Il y a un essai qui vient de démarrer en France qui s'appelle Discovery, qui va comparer un traitement antirétroviral, lopinavir-ritonavir, un traitement remdesivir qui est un autre traitement qui avait été développé contre Ebola, et puis auquel on a rajouté récemment le traitement de la chloroquine, hein, qui est, comme vous le savez, partout dans les médias, pour lequel une étude a été faite, mais pour l'instant extrêmement préliminaire, avec des résultats très parcellaires sur seulement 24 personnes, et sur lesquels on ne peut pas statuer sur l'efficacité de ce médicament. Il faut le faire de façon comparative, et c'est ce qui est en cours avec cet essai Discovery. Pour les vaccins, il y a en France, mais partout ailleurs dans le monde, hein, des initiatives en cours. Malheureusement, le vaccin, c'est une perspective d'1 an. Le temps d'avoir un vaccin qui aura prouvé son efficacité et sa bonne tolérance va nous prendre 1 an. Donc, pour le vaccin, c'est rendez-vous début 2021. Je serais très étonné qu'on ait un vaccin efficace auparavant. Merci beaucoup Arnaud Fontanet. Je sais que vous êtes très pris en ce moment et je vous remercie d'avoir pris le temps de venir sur ce plateau pour répondre à nos questions.